participer à cet exercice où, je vous rappelle, le principe est simple. Réparti en 3 volets, social, économique et politique, le président de la République répond en direct aux questions de ses compatriotes. Parviendra-t-il à vous convaincre? Les réponses à vos préoccupations, c'est ce soir dans Face à la Nation. Ouais, bonsoir. 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 Je ne sais pas s'il y a 30% de femmes dans l'audience, mais bon. Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Face à la Nation, une émission au cours de laquelle vous répondrez directement aux questions de vos compatriotes. Questions qui tourneront essentiellement autour du social, de l'économie et de la politique. Et avec moi, pour modérer ces échanges, Martial Tibinda, bonsoir. Laetitia Galibika, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, le magistère d'un chef d'État suscite souvent beaucoup de commentaires. Oui. De bons, de la part de ses partisans, sympathisants, et puis de moins bons, de la part de ses détracteurs. Cela dit, une sagesse africaine étendue en Orient, Monsieur le Président, dit ceci: le bon chef de famille, c'est celui qui se montre un peu sourd. Malgré tout, vous avez accepté de vous livrer à cet exercice et tenu même de vous livrer à cet exercice. Pourquoi ? Il est important, en tant que responsable, de pouvoir rester en contact avec les citoyens. Alors bien sûr, j'ai beaucoup de renseignements qui me parviennent, des fiches par ici et là, des gouverneurs, des préfets, des ministres, des services, mais rien ne vaut le contact direct. Alors, lorsqu'on m'a proposé le thème de cette émission, Face à la Nation, c'est surtout ça qui m'a attiré, qui m'a plu, qui m'a dit, tiens, voilà une occasion de pouvoir directement entendre les questions de nos compatriotes et de pouvoir me rendre compte quels sont réellement les problèmes au quotidien qui sont les leurs, qui les préoccupent. Est-ce que je ne suis pas en déphasage par rapport à ceux qu'ils ont, les problèmes auxquels ils doivent se faire face tous les jours. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis là, répondre à ces questions-là du mieux que je pourrais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je vais vous rappeler le principe. Nous avons 3 volets, social, économique et politique. Nous allons faire en sorte d'épuiser toutes les questions que les Gabonais nous ont fait parvenir via nos équipes. Et la première question commence par le volet social. On va puiser dans le volet social pour démarrer ces échanges avec cette question Facebook, Monsieur le Président. Je vous la lis. Pourquoi nous avons l'impression que le ministère de l'Intérieur, le procureur de la République et toutes les entités en charge de ce volet restent muettes face à l'insécurité patente au Gabon en ce moment? Les crimes sont de plus en plus odieux et perpétrés par des gamins de 15 à 16 ans. Avec toute la présence policière que nous avons dans les rues, la délinquance juvénile, Monsieur le Président, est plus présente que jamais. Pourquoi personne ne tape du poing sur la table? Je comprends le désarroi de nos compatriotes. L'insécurité est un réel problème. Pas seulement chez nous, un peu partout. Et rien de tel que de créer un climat qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas propice. Tous les jours, des crimes se commettent en tout genre.
Et ce que nous avons pu observer ces derniers temps, c'est de voir que les auteurs sont de plus en plus jeunes, ce qui est donc une mauvaise indication. Mon devoir est de veiller à ce que la société soit en sécurité, que tous les citoyens vivent dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je m'emploie de faire. Alors par rapport à cette nouvelle vague d'insécurité, il faut donc passer beaucoup plus à l'action, et à certains niveaux. D'abord, au niveau sécuritaire, nous avons mis en place un comité, un nouveau centre d'opération, qui donc est sous la coupe du nouveau commandant en chef des forces de police nationale, et qui sera donc en charge spécifiquement de la sécurité urbaine. Alors, ce centre, évidemment, sous la coordination du commandant en chef de la police, se retrouvant toutes les autres forces, notamment aussi la gendarmerie. Ce qui est donc important, c'est d'abord pour nous d'identifier quels sont les espaces les plus dangereux. Et ces espaces les plus dangereux ont été identifiés. Ce qu'il arrive maintenant, c'est qu'il faut maintenant que nous puissions déployer sur le terrain une police de proximité, afin que celle-ci puisse être au contact des citoyens et pouvoir patrouiller régulièrement, quartier par quartier, rue par rue. C'est donc très important de manière à ce que nous puissions d'abord marquer un coup d'arrêt à ces actes de délinquance. Ensuite, il faut aussi utiliser les moyens technologiques. Donc, plus de caméras dans la ville, très important, parce que lorsque certains délits sont commis, certains crimes sont commis, nous pouvons le voir à la caméra et tout de suite demander à la patrouille la plus proche de pouvoir intervenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que nous puissions accompagner tout cela d'un développement urbain. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est clair que dans tous les quartiers, les forces de sécurité doivent pouvoir circuler et atteindre tous les différents recoins de la ville. Il faut donc aussi tous ces espaces soient éclairés et c'est donc nécessaire pour nous que nous puissions associer la sécurité au développement urbain. Ensuite, il faut aussi que nous puissions demander au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de pouvoir mettre en route la réforme du code pénal. Deux aspects importants. Le premier, c'est donc que de dire que, bon, nous avons parlé de jeunes délinquants, mais nous ne pouvons pas aussi avoir un système qui soit complètement tout carcéral. C'est-à-dire que vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont commis des petits délits et qui mériteraient peut-être qu'un mois, 2 mois de prison, qui y sont pour 5-6 ans. Enfermés à côté de criminels. Tout comme il y en a d'autres, Monsieur le Président, qui malheureusement, après les avoir interceptés, sont relaxés. Mais je viens à cela. Justement, le deuxième aspect, c'est qu'il faut revoir notre code, parce que les choses ont évolué. Et donc aujourd'hui, certaines peines sont trop douces. Et nous voyons remis dans la nature des criminels qui devraient être derrière les barreaux beaucoup plus longtemps. Manque de structure? Il y a certainement le manque de structure, mais surtout le fait que nous voyons aussi apparaître des délits nouveaux qui n'existaient pas. Notamment lorsque nous avons écrit notre code, il y a plus de 30 ans, les problèmes de drogue n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, vous devez aussi, par exemple, inclure la cybercriminalité qui n'existait pas, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a certains aspects qui ne sont pas dans le code et qu'il va falloir inclure. Ensuite, dernier aspect, qui n'est pas le moindre, il est économique. D'accord. Parce que bon, il est économique, pourquoi? Parce que le chômage, l'oisiveté, n'est pas aussi une bonne chose. Et c'est ce qui peut entraîner que certains quartiers ne soient pas développés. Et dans ces quartiers-là, eh bien, les conditions de vie ne sont pas bonnes, ce qui aussi, on a vu dans les grandes cités, entraîner un certain nombre de problèmes. Nous parlerons de chômage plus tard. Non, j'entends bien. Je disais simplement que même sur la sécurité, il faut intervenir à ces différents niveaux. Voilà. Alors, malheureusement, nous sommes très limités dans le temps pour chaque panel, mais très important quand même, des groupes d'autodéfense se créent dans certains quartiers. Qu'en pensez-vous, très rapidement? Je pense que des groupes de jeunes. Nous avons des forces de défense et de sécurité dont c'est le métier de combattre la criminalité. Et c'est bien parce que dans les quartiers, on a le sentiment que les forces sont absentes
que se créent des groupes de défense. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'encore une fois, nul n'est censé donc, faire justice. Mais je terminerai par là aussi une adresse aux forces de défense et de sécurité. Il faut gagner la confiance de la population. Donc, vous ne pouvez pas être proche des populations, souhaiter l'être et en même temps les racketter. D'accord. Bon, alors, donc, la question un message pour les forces de défense et de sécurité, pour les commandants en chef, il faut arrêter le racket le plus rapidement possible et je leur donne quelques mois pour le faire. Voilà qui est dit, Monsieur le Président. Alors, autre question des Gabonais, préoccupation des Gabonais. Monsieur le Président, le chômage frappe les jeunes diplômés, en particulier ceux sortis de l'UOB qui ont fait un cursus littéraire. Ils ne trouvent pas d'emploi dans l'administration ou dans les entreprises. Quelle solution apportez-vous pour ces jeunes? C'est difficile de répondre à une question comme celle-là en quelques minutes. Je dois dire à tout le monde que cette dame et ce monsieur ont limité mon temps de parole. Bon, on vous accorde beaucoup de temps, Monsieur le Président. Dites-nous. Le chômage est le mal, je dirais, économique du siècle. Que ce soit dans les sociétés développées ou en développement, nous subissons ce fléau. Bon, dans le cadre spécifique de la question que vous avez posée, je dirais que je me suis exprimé lors de mon dernier discours à la Nation sur cette question-là. Et j'avais prononcé quelques mots qui ont, paraît-il, choqué, puisque j'avais dit que chez nous, l'école est sinistrée. Je vais aller rapidement. Nos jeunes qui sont donc à l'UOB et qui sortent de l'université ne trouvent pas d'emploi. Je l'ai expliqué. 70% des filières sont littéraires, en psychologie, sociologie et autres. Mais 70% des emplois ne sont pas dans ces filières. Inadéquation. Que faut-il faire alors? Il faut simplement que, comme je l'ai dit, il faut revoir la gouvernance. La gouvernance universitaire, mais ça part de plus loin, ça part de l'école. Nous devons avoir un système éducatif qui corresponde au développement économique de notre pays. Comment le mettre en place? Eh bien, d'abord parce qu'il faut que nous discutions avec les acteurs du privé. Ce sont ceux-là qui créent les emplois, pour leur demander quels sont leurs besoins. Mais, vous savez, n'ayons simplement le bon sens. Si vous êtes dans un pays recouvert à 88% de forêt, vous n'allez pas venir former des spécialistes du désert. Bon, c'est le bon sens. Ça vous paraît idiot. Mais bon, c'est pas loin de ce que nous avons fait. C'est l'image. C'est pas loin de ce que nous avons fait. Je veux dire que nous avons des spécificités. Voilà un pays qui est recouvert de forêt. Mais voilà aussi un pays qui est minier. Voilà un pays qui a du pétrole. Et la forêt amène aussi tous les métiers du bois. Et vous formez tout, sauf dans ces filières-là. D'accord. À court, moyen et long terme, Monsieur le Président, que faut-il faire concrètement? Eh bien, j'ai donc mis en place une task force sur l'éducation. Certains vont dire une de plus, mais il n'en est pas question. Il s'agit pour nous, pour cette task force, et le bon veut bien le dire, c'est un groupe d'action, nous sortir des propositions concrètes. Alors on va me dire, oui, il y a eu les états généraux de l'éducation, il y a eu le rapport McKinsey et autres. Mais nous avons la fâcheuse habitude au Gabon de commettre un certain nombre de gens qui vous sortent des rapports fabuleux, extraordinaires, et puis, très bien, merci, réception, terminé dans la bibliothèque. On ne met pas le tout en route. Donc cette fois-ci, je veux que les choses changent. Et je veux que les choses soient mises en route. Déjà au niveau donc de l'école, qui devra compter, faire en sorte que nous ne puissions pas... Notre école laisse beaucoup de gens sur la route. Donc aujourd'hui, il va falloir que dans le cursus éducatif, on suive beaucoup plus les élèves et que nous ayons une branche beaucoup plus importante pour la formation professionnelle. Et ceci afin d'arriver à l'université, où à l'université, nous devons absolument changer la gouvernance. Monsieur le Président. Et quand on change la gouvernance, c'est un point important sur lequel je voudrais finir. Il faut que nous arrivions sur ce qu'on appelle les PPP. Ce sont des partenariats publics et le privé. Qui doivent être au cœur même de la gouvernance de l'université. Je donne des exemples. Donnez-nous. Pourquoi nos étudiants de l'UOB sont au chômage?
Alors que ceux qui sortent de l'Institut du pétrole à Port-Gentil ou de l'école des mines à Mwanda trouvent emploi tout de suite. Parce que justement, il y a une forte demande à ce niveau-là, Monsieur le Président. Mais parce que ceux qui sortent de l'école des mines et ceux qui sortent de l'Institut du pétrole, d'abord, ce sont des instituts privés, donc en partenariat public-privé, et ils trouvent preneur tout de suite parce qu'ils ont été éduqués, mis dans le sillon, donc exactement, on les a formés pour les jobs qui sont prescrits et qui sont proposés. D'accord, Monsieur le Président. Et donc nous avons un énorme problème à ce niveau-là. Dites-nous. Alors, ils sont en adéquation, eux, formation-emploi, et pourtant, pour la formation des jeunes, il faut des bourses. Pourquoi avoir changé les conditions d'attribution de bourses? Rapidement, s'il vous plaît. Je crois avoir donné quand même quelques indications. Je crois, si vous avez... Alors, je me demande, est-ce qu'il a écouté mon discours? J'ai écouté, ce sont les préoccupations des Gabonais. J'ai donné quand même quelques indications. 600 milliards de dépensés, monsieur, depuis 2012 jusqu'à maintenant, pour très peu de bons résultats. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Désormais, la bourse, deux critères importants. Le premier va être un critère, comment dire, social. Nous allons attribuer les bourses aux étudiants dont les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins. Les Gabonais économiquement faibles, ceux qui ne peuvent pas suivre les études des enfants, et Dieu sait que les études, bon, ça coûte de l'argent. Mais encore, ceux-là recevront la bourse. L'autre critère, eh bien, il sera au mérite. D'accord. Ceux qui auront le mieux travaillé, eh bien, recevront la bourse. D'accord, merci Monsieur le Président. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, vous voyez que nous allons pour mettre en place quelque chose qui va être très bien compris des uns et des autres. D'accord. Vous voulez la bourse, vous travaillez. Vous travaillez pas, vous n'avez pas de bourse. Monsieur le Président, quelle place accordez-vous à l'entrepreneuriat? Encore une fois, je viens de vous dire tout à l'heure que tout ce que nous faisons doit être discuté avec le secteur privé. Et donc, vis-à-vis du secteur privé, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, notamment avec des crédits qui permettent à des entreprises de commencer déjà à prendre un certain nombre de stagiaires. Et nous avons aussi mis en place tout un certain nombre de programmes qui commencent à former un certain nombre de jeunes, notamment le Junior Achievement, qui cette année déjà 5000 jeunes. Donc, je crois beaucoup en ces programmes-là. Donc, il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis en route, mais évidemment, vous ne me donnez pas le temps de les détailler, mais Et nous allons poursuivre cette émission, Monsieur le Président, avec cette question. Alors, on vous l'a dit d'entrée de jeu, il y a des questions Facebook, il y a des questions WhatsApp, il y aura des questions publiques, et cette fois, c'est une question vidéo. On va le dire en ces termes-là. Elle nous a été rapportée par nos équipes qui ont sillonné les 9 provinces du Gabon. Cette question traite de la problématique du logement. Je vous invite à suivre Madame Anastasie Diembi depuis Moula, dans Langounier, parce que les équipes sont également allées de ce côté-là. On regarde. Je me présente, Bienzi Anastasie, habitante de Mouina. Monsieur le Président, je viens vous poser une question. À nous, les orphelines, qui n'avons pas vraiment de soutien, de logement. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Bien. Dans la vie, il faut savoir avoir l'humilité. L'humilité d'apprendre de nos erreurs. Je souhaiterais pouvoir procurer à tous les Gabonais un logement décent. Et c'est donc une des priorités que nous avons à nouveau inscrite au niveau du plan de relance de l'économie. Nous sommes donc conscients que les Gabonais attendent cela. Chaque Gabonais devrait pouvoir avoir un terrain sur lequel pouvoir construire. Bien. Jusqu'à présent, nos problèmes se sont heurtés d'abord la disponibilité des terrains. Et lorsque les terrains sont disponibles, le problème des titres fonciers. Voilà deux problèmes qui sont très importants. Et l'État doit faire un effort pour pouvoir mettre les terrains à disposition, parce qu'il y a des Gabonais qui sont capables de construire eux-mêmes. Mais même ceux-là qui sont capables de construire n'ont pas les titres fonciers. Quant à ceux
à qui on pourrait donner des terrains et qui pourraient donc aller rechercher auprès des banques un financement, ceux-là n'ont pas les titres fonciers. Bon, comment régler la question? Mais je voudrais d'abord vous dire que le problème que nous avons n'est pas récent. Et je vais donner un chiffre qui va étonner tout le monde en matière de titres fonciers. De 1905, vous entendez bien, 1905 à 2018, 23 000 titres fonciers ont été décernés au Gabon. 23 000 titres fonciers en 103 ans. Y compris la période précoloniale. Ça vous donne bien l'ampleur du problème. Et comme je l'ai déjà dit, pour avoir un titre foncier il y a quelques années, il fallait au moins 80 signatures. Bon, nous n'avons pas entendu ça. Aujourd'hui, de 80 signatures, on est descendu à 5. Quelle solution alors par rapport à ça? Donc c'est déjà ça. Ben, que les Gabonais puissent obtenir des titres fonciers beaucoup plus rapidement. Et donc nous donnons à l'administration les instructions pour que les Gabonais qui ont des terrains puissent être au moins détenteurs de titres fonciers. Parce que c'est ça que la banque va vous demander. Est-ce que c'est ce qui règle la question, monsieur? En partie, pourquoi? Parce que sans le titre foncier, vous n'aurez pas votre crédit. Aucune banque ne vous soutiendra. Alors, maintenant, l'action que nous devons avoir maintenant sur les établissements de crédit, c'est que l'autre problème que nous avons, c'est que les crédits octroyés ne sont pas assez longs. Et lorsqu'il ce qui se fait à peu près dans les autres pays pour soutenir la politique du logement, ce sont des crédits à 30 ans. Mais Aucun de nos établissements ne peut donner 30 ans. Les taux sont aussi parfois trop élevés pour les citoyens moyens. À nous, l'État, de pouvoir travailler là-dessus, mais déjà au moins à obtenir la durée. D'accord. Obtenir la durée, parce que sur la durée, votre taux va baisser. Alors, parce qu'il va être compensé par la durée. Qu'est-ce que le président de la République répond à cette compatriote qui vient de poser sa préoccupation? Eh bien, à cette compatriote, c'est pour dire que nous avons, comme je dis, l'humilité de reconnaître que nous sommes égarés quelque part. Et qu'aujourd'hui, nous voulons voir les problèmes en face et trouver les solutions. Vous les regardez en face. C'est pour ça que, d'ailleurs, je voudrais aussi dire à tous ceux qui détiennent des terrains frauduleusement, qui les gèlent afin de pouvoir faire monter la spéculation, attention. Attention. Le gouvernement a un droit de regard, désormais. Bien sûr. Le gouvernement va vraiment être très vigilant sur cette question-là. Et c'est une des priorités dans le plan de relance économique. Parmi les priorités, Monsieur le Président, logement rime également avec électricité. Après la rupture du contrat avec Veolia, pour l'heure, la problématique reste la même. De nombreux quartiers ne sont pas éclairés dans les capitales et même dans les villages, Monsieur le Président. Bien, nous avons consenti des efforts importants. Mais malgré cela, l'accès à l'eau potable est difficile pour un certain nombre de compatriotes. Et l'électricité également. L'électricité aussi. L'électricité, nous avons fait des efforts un peu plus importants. Bien. Et pourtant, ce n'est pas le... Nous avons, par rapport à la SEG, accordé beaucoup de facilités pour qu'elle puisse soutenir et maintenir l'investissement. Il y a donc eu un manque d'investissement que nous essayons de compenser. Bon, déjà, pour ce qui concerne l'électricité, nous avons tout dernièrement commencé à déployer un programme qui va nous faire à peu près 5000 lampadaires. Lampadaires solaires? Oui, solaires, déjà dans tout le pays. Et nous avons commencé dans certains endroits, ça change tout. Des pompes aussi? Ça change totalement tout parce que la sécurité, les commodités. Bon, les pompes, maintenant, nous avons un programme pour en déployer à peu près 925 dans les différents villages. Mais c'est un effort qui doit continuer parce qu'il faut savoir que nous sommes en train de travailler à mettre en sorte une nouvelle usine de traitement d'eau à Doum pour desservir Libreville et qu'il y a un effort aussi de 15 000 litres cubes d'eau qu'il faudra déployer. Et en plus, il faut dire que malheureusement, nous sommes aussi frappés par, comment dire, le climat. D'accord. Puisque en saison sèche, le niveau des barrages baisse. Voilà. Et c'est ce qui a pu occasionner, vous avez pu le voir dans Libreville, que... L'Anzémé a séché, on voit que Toun 4 et 5 également ont montré leurs limites. Toun 7 n'est toujours pas en construction. Monsieur le Président, à court, moyen et long terme, pour les personnes qui vivent dans le nord de Libreville, mais pas seulement, quelles solutions pratiques pour l'eau, pour le retour à l'eau? Comme je vous l'ai dit, ce sont des investissements que nous sommes
en train donc de mettre en route. Bon, nous avons vu que depuis que nous avons rompu la concession, l'entreprise finalement n'est pas trop mal gérée. Hein. Au passage, moins de coupures. Mais c'est d'abord la question de l'investissement. D'accord. Et l'investissement est très important. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à faire en sorte de présenter à la nation un programme économique de relance qui est donc basé, comme on va certainement y revenir, accentuer la politique d'investissement que nous devons maintenir à un certain niveau pour tenir compte de tous ces problèmes-là. Donc, dans ce cadre-là, l'État va maintenir ses investissements. Alors, justement, vous parlez économie, on va changer de registre. Après le volet social, on rentre en plein dans le volet économique. Et comme, pour les avoir salués, il y a un public qui est là, venu vous poser des questions. On retrouve Nike pour la question au public. Merci Martial. Effectivement, le public n'est pas en reste sur ce plateau spécial. Je suis à côté d'un jeune compatriote. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comme tous les Gabonais, vous avez des préoccupations. C'est le moment ou jamais de présenter au président de la République votre question. On vous écoute. Merci bien madame. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir. Je me nomme Emmail Junior Eddy, juriste de formation. Monsieur le président, ma question est celle-ci. Le cours du baril de pétrole a été légèrement revu à la hausse. La situation économique mondiale en net regain. Quelle perspective économique pour le Gabon? Merci, monsieur le président. Cher Guy, merci pour cette question. Nous avons tous poussé un ouf de soulagement à voir le cours du baril remonter. Bon, mais heureusement, nous ne sommes pas... nous avions, je ne vais pas dire prédit la chose, mais pour avoir vécu déjà l'effondrement du baril à 2 reprises, nous avons tout de suite, dès 2009, pensé à accélérer la diversification de notre économie. C'est pour avoir fait cela que nous avons donc pu mieux supporter que d'autres pays la baisse des prix du pétrole, puisque notre dépendance au pétrole est descendue à moins de 50% de notre PIB, alors que dans d'autres pays, elle est au moins 80%. Donc le secteur hors pétrole a maintenu une activité dans notre pays, alors que nous avons vu, et nos compatriotes de l'Ogooué-Maritime peuvent en témoigner, on a beaucoup vu de sociétés fermées parce que l'activité a souffert. Donc le secteur hors pétrole a porté l'économie. Donc pour nous maintenant, il s'agit d'accélérer cette transformation-là. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus être, au Gabon, un pays exportateur de matières brutes. La transformation est très importante. J'avais fixé un cap de 2020, pour dire que bon, après 2020, je ne souhaitais plus que nous puissions exporter un produit qui n'ait pas au moins subi une première transformation. Pourquoi cela? Parce que dans la transformation rentre la valeur ajoutée du produit. Et dans la valeur ajoutée du produit, ce sont des possibilités d'emploi plus importantes pour les Gabonaises et les Gabonais. C'est là qu'il y a la création d'emplois. Parce que lorsque vous exportez votre produit brut, je parle par exemple l'exemple du bois, lorsque nous coupons la bille de bois, nous l'exportons, elle est transformée ailleurs. Tout à fait. Et elle nous revient, notre propre bois, nous le rachetons parce que nous rachetons des tables, des bancs et autres avec notre propre bois qui a été transformé à l'extérieur. Donc pour nous aujourd'hui, il est vital que d'aller dans la transformation de notre économie. D'accord. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. D'accord. Monsieur le Président, en parlant de transformation de produits bruts, la Sogara a montré quand même ses limites. Monsieur le Président, on y transforme le gasoil jusqu'à livraison dans les pompes publiques, mais dans les stations, aujourd'hui, le pétrole, l'essence reste encore un problème. Il est transformé une première fois. Ensuite, le produit brut est exporté. Est-ce qu'il ne faut pas déjà, au niveau de la Sogara, améliorer les conditions de transformation de ces matières premières? Madame, vous avez la réponse à la question que vous avez posée. Je veux dire tout simplement que la Sogara, aujourd'hui, est une raffinerie qui, bon, date et qui ne raffine pas tout l'eau brute. Et nous devons donc consentir à des efforts importants pour construire toute une nouvelle raffinerie qui, elle, sera capable de produire toutes les différentes qualités de brut que nous avons. Cela, il faut le dire.
les différents puits de pétrole que nous avons ne produisent pas la même qualité de pétrole. Donc il faut que notre raffinerie puisse pouvoir le faire. Donc à quand la construction d'une nouvelle raffinerie, Monsieur le Président? Madame, ça coûte cher. D'accord. On commence à réfléchir dès Donc, ce soir. nous avons déjà commencé à réfléchir sur la question. D'accord. Et à vrai dire, nous cherchons des partenaires pour partager le coût de l'investissement avec nous. Alors, Monsieur le Président, malgré ce léger embelli par rapport au prix au cours du baril, les Gabonais se demandent pourquoi est-ce que dans leur quotidien, ils ne ressentent pas cet embelli, justement. Sinon, c'est pour quand? Nous nous sommes trouvés face à des difficultés. Nous avons fait le choix de tenter de relancer l'économie par la consommation en augmentant les salaires. C'est de maintenir une certaine activité. En augmentant les salaires, généralement, il arrive que des fois, les gens dépensent et maintiennent une activité. Ça n'a pas été suffisant. Et entre-temps, nous avons eu le devoir de rembourser nos dettes. Bon, par rapport à cela, il était clair qu'il fallait choisir s'il fallait continuer à vivre au-dessus de ses moyens ou à mettre un coup d'arrêt et puis dire, bon, ça va. Nous allons d'abord, aujourd'hui, regarder comment nous pouvons réduire nos dépenses, mais de manière importante, drastique, voire. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir mettre plus d'argent sur l'investissement, sur ce qui fait tourner l'économie et qui nous amène des recettes. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas cesser d'avoir des recettes. Et donc, pour cela, il faut que l'économie, elle tourne. Et donc, mais elle ne peut pas tourner si vous avez un niveau de dépenses trop élevé et un niveau d'endettement trop élevé. Donc, c'est l'exercice auquel nous avons été contraints de réduire nos dépenses pour pouvoir maintenir une certaine activité. De les mesures d'austérité. Les fameuses. D'où les mesures qui ont été prises. Je n'appellerai pas ça des mesures d'austérité, car ce sont des mesures qui ont été prises d'économie pour permettre de mieux dépenser notre argent et surtout d'augmenter la part de l'investissement. Et c'est ce qu'il y a dans le budget rectificatif de cette année. Vous verrez que la part d'investissement a été multipliée. D'accord. Donc vous dites concrètement, oui, on va quand même rester sur cette question qui est importante et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon. Il y en a qui ne sont pas contents du tout par rapport aux mesures du président. Et c'est à juste titre, Monsieur le Président, nous vous avons en face de vous. Est-ce que les mesures d'austérité prises par le gouvernement aujourd'hui garantiront un meilleur avenir à notre pays? Si oui, comment, à court, moyen et long terme? C'est ce que veulent entendre les Gabonais, Monsieur le Président. Ces mesures vont nous permettre dans quelques années, d'avoir une situation totalement différente. D'abord, je tiens quand même à dire que ces mesures vont nous permettre de maintenir un taux de croissance certainement au-delà de 2%. D'accord. Nous voyons que nous avons quand même, au cours de cette année, créé quand même un certain nombre d'emplois et qu'à la fin de cette année, nous approcherons le nombre de près de 10 000 emplois créés. Donc, c'est pour dire que l'activité, elle continue. Bon. Donc, et ensuite, ces mesures, puisque ce qui est très important dans les mesures que nous avons prises, c'est de ne pas perdre les acquis sociaux. Donc, les mesures ne frappent pas tout le monde. On pourrait dire quand même que nous avons fait en sorte que les Gabonais qui sont dans la tranche dont les salaires sont les moins élevés, ceux-là sont préservés. Et que nous avons, au contraire, touché ceux qui touchent des salaires qui, bon, sont, assez confortables, pour nous dire. Alors, donc, il est difficile pour nous de comprendre pourquoi certaines catégories veulent crier alors qu'il leur a été maintenu leurs avantages. Alors, les fonctionnaires semblent être, du moins à ce qu'ils disent, sont les plus lésés par rapport à ces mesures. Et justement, parmi ces mesures, le pointage. Or,
Monsieur le Président, beaucoup d'administrations ont du mal à appliquer ce système de pointage, en l'occurrence l'éducation nationale, la santé, la communication. Bon, il est vrai que face aux difficultés de l'heure, nous avons pris des mesures difficiles, notamment au niveau de la fonction publique, puisqu'il fallait donc réduire la masse salariale. Il y a des chiffres qui sont clairs. Lorsque l'on prend tous les fonctionnaires et assimilés avec la masse salariale, avec tous ces... nous disons que nous tournons entre 52 et 60 milliards de dépenses. Ce n'est pas soutenable pour un nombre de fonctionnaires qui est très important et qui dépasse les 100 000. Il y a un ratio qui est très intéressant. Savez-vous que dans notre pays, pour 1000 habitants, nous avons 55 fonctionnaires. Pour certains de nos voisins immédiats, c'est 12. Pour des pays, oui, 12 pour 1000. Pour nos voisins. Chez nous, 55 pour 1000. Bon, c'est pas possible de continuer comme ça. Ça veut donc dire que les différents gouvernements passés, présents et passés, ont fait du social. Et vous avez montré... et du mauvais social. Voilà. Vous avez montré l'exemple, Monsieur le Président, en touchant de prime abord la présidence de la République, mais les Gabonais souhaitent, du moins c'est ce qui se dit, que ça s'étende aux agences, aux institutions qui sont pour eux de véritables gouffres à sous. Non, la présidence a fait 40%, enfin plus de 30%, et puis bon, le Premier ministre a fait aussi 40%. Donc, le Sénat, l'Assemblée. Tout ça, c'est pour indiquer que si le sommet de l'État a commencé, le reste suivra. C'est clair. Après le gel effectif des concours et des recrutements dans la fonction publique, Monsieur le Président, c'est une question Facebook, mesure que nous saluons par ailleurs. Quelle alternative pour ces jeunes en fin de cycle qui sont en attente de recrutement? Quel mécanisme le gouvernement pourrait-il mettre en place pour faire en sorte de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Bien, comme je l'ai dit, dans notre pays, le problème est souvent un problème de gouvernance. Et il faut qu'on puisse changer cela. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre en place des programmes de formation rapides. Vous avez un diplôme, vous ne trouvez pas d'emploi, eh bien, on doit pouvoir vous proposer un emploi, même si dans un autre secteur, on doit vous accorder la formation. Ça, c'est ce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement est en train d'étudier. D'accord. Pour que nous puissions recaser ces jeunes qui se retrouvent sans emploi et par là aussi pouvoir permettre à certains fonctionnaires, parce que lorsque l'on ramène les fonctionnaires de leur département d'origine, il faut aussi qu'ils servent. Bon, mais certains peuvent servir dans d'autres emplois dans lesquels on a des carences. D'accord. Donc, voit il faut notamment, par exemple, il faut un recyclage. On voit notamment dans le secteur de l'éducation nationale, où nous avons un certain nombre de problèmes où certaines écoles ont du mal à trouver des professeurs de maths, des professeurs d'anglais, des professeurs de musique, et il y a de danse aussi et qu'il y a autres. des professeurs qui sont ici, que l'on envoie à l'intérieur du pays, qui font face à un problème de commodité déjà. Monsieur le Président, comment on règle cette question? Ça, c'est souvent, nous avons cela, le fait de ne pas aller à l'intérieur du pays parce qu'on a un problème de commodité. Bon, il vaut mieux avoir un problème de commodité que d'être sans emploi, madame. D'accord. Bon, et ça, c'est une question. Moi, j'étais ministre de la Défense. Quand j'affectais quelqu'un à l'intérieur, il ne discutait pas y aller. Et des fois, on avait les mêmes problèmes. Donc, c'est vrai que ces problèmes-là, l'État doit trouver solution. Mais je dis qu'il ne faut pas aussi les exagérer. D'accord, mais vous parce mettez que quand même l'accent, nous avons Monsieur vu le Président. beaucoup qui préfèrent malgré tout rester à Libreville, ne pas aller à l'intérieur. D'accord. Alors, on va poursuivre avec, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, cette question au WhatsApp de Madame Ursia Bitegué. Elle dit ceci: quelle politique agricole pour les jeunes, Monsieur le Président?
Madame Bitegué. Madame Bitegué. Ursia Bitegué. Ça rejoint ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir que dans les besoins économiques de notre pays, l'agriculture aujourd'hui a une place très importante. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, en 2018, nous ne pouvons pas continuer à être dépendants de l'étranger pour nous nourrir. C'est entre 300 et 350 milliards de francs CFA que nous dépensons. Imaginez ces sommes-là dépensées au Gabon. Ça vous change l'économie. Complètement. Mais Bien. comment faire? Eh bien, ça veut donc dire qu'il faut former les jeunes et créer les filières dès l'éducation nationale, dès les lycées. Les lycées agricoles, après les lycées de formation agricole, et ainsi de suite. Et permettre aux jeunes de pouvoir aller vers les métiers de la terre. Et en plus de les encourager et de les soutenir. À quelle étape le programme Graines? Mais le programme Graines avance bien, malgré des fois ce que l'on veut bien dire. Et je connais un peu certaines plaisanteries qu'on fait à ce sujet-là. C'est un programme qui avance bien. Mais là encore, je voudrais dire que il faut que nos compatriotes comprennent bien le sérieux des programmes que nous mettons en route. Et que lorsqu'on fait un pas vers eux, ils doivent faire aussi un pas. Mais comment le comprendre, Monsieur le Président? Non, je m'explique. On vous met une terre à disposition. On vous accompagne en vous disant, sur la terre qui a été mise à votre disposition, voilà ce que vous devriez faire pousser. D'accord. On vous aide au départ pour que vous commenciez. Et on vous dit qu'en plus, on vous rachètera la production. Mais vous avez des compatriotes qui trouvent que c'est trop long. D'accord, Monsieur le Président, mais je ne connais pas la terre. Je ne sais pas. Mais je suis en train de vous dire, je viens de vous dire qu'on vous aide. Ah, on m'accompagne. On vous accompagne. D'accord. Donc, On vous accompagne et après on vous rachète la production. on s'adresse à qui? Bon. Donc, mais il y a... Lorsqu'on est intéressé, on est jeune, on n'a pas d'emploi, on a peut-être été formé dans un autre secteur, mais là, on n'a pas d'emploi et il y a ce projet Graines. Non, nous avons un organisme qui s'occupe de ça. D'accord. Et on a un organisme qui s'occupe de ça. Mais je voudrais tenir à dire que, vous voyez, on vous accompagne comme cela, et puis il y en a qui trouvent que c'est trop long. Non, parce qu'ils ne se sentaient pas impliqués Il y en a qui dès trouvent le que c'est trop long, départ. et il y en a qui trouvent que l'aide n'est pas assez importante. D'accord. Bon. Encore une fois, je veux dire que nous faisons des efforts importants. Et que les... Et c'est un programme qui est enrichissant. Et ça va nous permettre à beaucoup de nos compatriotes d'avoir le retour vers la terre. D'accord, c'est très bien tout cela, Monsieur le Président, mais moi je suis née à Libreville, je suis gabonaise, j'ai peut-être 22 ans, j'ai jamais connu mon village ni celui de mes parents. Aujourd'hui, on me dit, il y a un projet Graines qui est là, il y a un programme Graines qui est là, qui peut me permettre de repartir à mes origines, donc de me développer, de développer mon pays de la même façon, de nourrir mes compatriotes. Mais je ne connais pas la terre. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui doit... Je veux dire que si vous ne connaissez pas la terre, je dis que nous avons mis les mécanismes pour vous accompagner, encore une fois. Pour vous dire que, bon, vous retournez dans votre village, retrouvez vos parents, mais là, la terre que vous avez là, elle est propice pour faire pousser tel ou tel produit, et pas d'autre. Et on vous accompagne pour cela. Merci, Monsieur le Donc Président. c'est un effort que vous devez faire, plutôt que de rester en ville sans travail. Très bien. Bon, retournez au village, et j'espère que vous avez aussi quelques plantations. J'attendrai, Monsieur le Président, que vous me donniez ma parcelle et je vous prouverai lors de la prochaine émission que j'ai commencé à planter et que je commence à nourrir. Vous devez préparer votre retraite et de nourrir les populations. Ce sera fait. Merci, Monsieur le Président, et nous poursuivons ce Face à la Nation pour ceux qui nous rejoignent à l'instant avec le volet politique. Le volet politique. Monsieur le Président, avec cette question micro-trottoir posée par Annie-Léa Meillet de Démocratie Nouvelle, nous allons regarder ce qui suit. Monsieur le Président, votre attention. Monsieur le Président de la République, bonjour. Je m'appelle Annie-Léa Meillet, je suis acteur politique. Je voudrais vous poser une question. Lors du dialogue d'Angondjé, vous avez pris l'engagement de libérer les prisonniers politiques. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2018. Qu'en est-il? Ma chère Annie-Léa, je voudrais d'abord vous remercier pour la question que vous posez, puisque ça permet d'éclairer les uns les autres, et répondre tout simplement. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y a des compatriotes
qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour des actes de violence qu'ils ont commis et pour lesquels ils ont été déférés devant les journaux, le parquet et traduits devant donc, les juridictions qui les ont condamnés pour ces faits-là, pour la violence et la destruction. D'accord. Mais personne au Gabon n'est en prison à cause de ses opinions politiques. Mais vous êtes d'accord, vous êtes d'avis, Monsieur le Président, que ces personnes ont été arrêtées après la période post-électorale où il y a eu des échauffourées, etc. Monsieur le Président, ces personnes peuvent être considérées comme telles? Non. Non? Non. D'accord. Madame, si vous n'êtes pas contente, vous avez quand même deux manières de pouvoir manifester, pacifiquement et avec la violence. Pourquoi ne pas manifester pacifiquement? Pourquoi être obligé de détruire, de casser? Et ça, c'est réprimé par la loi. Par contre, manifester est autorisé par la loi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez le droit de manifester. Pour ça, je suis encore en train de dire qu'il n'y a pas de Gabonais qui soit en prison pour ses opinions politiques. Est-ce que, Monsieur le Président, le quiproquo ne viendrait pas du fait que, c'est vrai, casser, ça c'est acte citoyen, on a affaire à la loi, est-ce que le quiproquo ne viendrait pas du fait que ce sont justement vos adversaires politiques? Qu'il s'agit d'adversaires politiques qui sont descendus dans la rue pour manifester un mécontentement? Mon cher compatriote, si je devais arrêter des compatriotes pour des délits d'opinion, vous croyez que ce sont ceux-là qui seraient en prison? Je vous pose la question. Non. Mais Monsieur le Président, on va revoir la question, Monsieur le Président. On attend votre réponse, Monsieur le Président. Je viens de vous donner la réponse. Non, Monsieur le Président, je viens de vous donner la réponse. Que vous la développiez. Ceux-là sont en prison pour avoir commis des actes, mais pas pour leur délit d'opinion. Donc je vous dis que ça ne serait pas ceux-là qui sont en prison. Mais chaque année, vous graciez des personnes, des milliers de personnes, des centaines de personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas là aussi, peut-être pour apaiser, pour répondre à la question de Mme Annie Léa Meillet, dire, bon, on verra, on va étudier la question. Non, la chose est très claire. Sans vous émisser dans la chose est très claire. La chose est très claire. Je ne peux gracier que ceux qui ont déjà été jugés et condamnés. Pas avant. D'accord. Voilà. Donc, qu'ils comparaissent d'abord, qu'ils soient jugés. Il faut qu'il y ait d'abord une peine. Il faut qu'ils aient été jugés. C'est là que le droit de grâce peut s'exprimer. Mais vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, les temps, les mandats de dépôt, les temps sont trop longs aujourd'hui. Mais la justice est indépendante, madame. D'accord, oui, Monsieur le Président, mais vous êtes quand même le garant des libertés. Mais oui, mais la justice est indépendante. Restez 6 mois en prison. Je ne peux pas m'immiscer, moi, dans le fonctionnement de la justice. Vous me demandez d'outrepasser mes fonctions. Alors, ils sont là, c'est le public. On va retrouver Naïké pour la question du public. Merci, Martial. J'ai toujours mon micro. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors ce soir, comme je disais tout à l'heure à un de nos compatriotes, c'est le moment ou jamais de poser en direct votre question au président de la République. On vous écoute. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je m'appelle Axel Audrevé, j'ai 32 ans et ma question est la suivante. Monsieur le Président, quel bilan dressez-vous sur la décennie de la femme? Merci. Redoutable question. Bien, ma chère Axel, ça a été pour moi une décision importante que celle de lancer la décennie de la femme. Pourquoi? Eh bien, dans le souci toujours du développement de notre pays, nous nous sommes rendus compte que la femme était un acteur économique, pouvait être un acteur économique aussi bien que l'homme. Et que malheureusement, dans beaucoup de cas, elle n'était pas utilisée. Mais maintenant, pour qu'elle puisse aussi être un acteur économique, il fallait que celle-ci soit bien formée. Donc voilà pourquoi j'ai donc décidé de ce programme de Décennie de la femme pour accélérer la formation des jeunes femmes, pour qu'elles puissent se prendre en charge, trouver un travail et s'occuper de leur famille. Et au passage, s'occuper mieux de leur famille que le font malheureusement les hommes. Parce que qui s'occupe des enfants? C'est la femme. Voilà. Qui regarde les devoirs des enfants? C'est la femme. Voilà. Donc les hommes, des fois, sont ailleurs. Mais
dans ce que je viens de dire, il y a aussi le futur du Gabon. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que nous notons? Nous notons, avec les mauvais résultats scolaires que nous voyons, un manque d'intérêt de la part des parents qui ne suivent plus aussi bien les devoirs des enfants. Si la mère est bien éduquée, et si elle est bien formée, elle pourra mieux suivre les devoirs de son enfant, qu'il soit au primaire, qu'il soit au secondaire. Les matières, elle les connaîtra. Elle pourra mieux s'assurer du travail fait que de la laisser sans formation. Donc, vous voyez que la formation de la femme a une importance directement sur l'économie, mais aussi sur l'éducation. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il était pour nous important de mettre en avant les femmes avec cette décennie. Mais j'ai aussi voulu qu'elles soient allées plus loin, qu'elles puissent être aussi des actrices politiques plus importantes. Voilà pourquoi cette loi passée au Parlement que pour toute nomination et élection, les fonctions électives et nominatives, les femmes, il y a un minimum de 30% pour les femmes. Qu'on a du mal à atteindre encore, apparemment. Vraiment. Ah, mais dans beaucoup de secteurs. Vous savez que je lutte pour ça, parce qu'il m'a été déjà demandé de revoir à la baisse ce chiffre. Qui vous l'a demandé, Monsieur le Président? Monsieur le Président, nous allons rester sur... Le Président n'est pas délateur, mais c'est parce que l'on dit, Monsieur le Président, mais vous avez nommé... Vous voyez d'où ça peut venir. Bon, on cherche encore. Monsieur le Président, dites-nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question des femmes mérite que l'on s'y attarde. Monsieur le Président, il y a que de moins en moins de jeunes filles poursuivent l'école après une grossesse. Dans un pays africain que je ne vais pas citer ici, votre homologue, le président de la République de ce pays, a pris des mesures fermes. Il a décidé d'enfermer les auteurs et les parents qui laissent les petites filles de 15-16 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une telle mesure pour permettre à la jeune fille de rester sur la voie qui lui permettra de se prendre en charge plus tard? Sans aller jusqu'à enfermer, je suis pour des mesures fortes. Parce que les uns et les autres doivent être responsables. Les hommes doivent être responsables. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants et de laisser toute la charge à une fille mineure. Ça, c'est trop facile. Ou à ses parents. Ça, c'est trop facile. Il y a déjà la responsabilité directe des deux parents. Parce que la fille qui est éduquée comprend bien qu'à son âge, elle n'a pas les moyens, ni le loisir et le temps d'être consacrée déjà à la maternité. Parce que pour cela, il faudra demain qu'elle soit en mesure de pouvoir avoir les ressources pour son enfant. Donc, à cet âge-là, elle doit comprendre qu'elle ne doit pas faire ça. Voilà. Donc, ceci doit être renforcé par l'éducation. Et souvent, malheureusement, nous voyons qu'à ce niveau-là, nous avons des problèmes au niveau de la société. Beaucoup de parents, aujourd'hui, ne passent plus autant de temps à consacrer l'éducation de leur enfant, laissant cette éducation-là soit à l'État, soit à l'école. Mais l'école ne peut pas tout faire, Monsieur le Président. Mais l'école ne peut pas tout faire, les justement. parents aussi ne peuvent pas tout faire, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de construire des endroits où les enfants vont se retrouver avec eux-mêmes aussi pour se connaître, Monsieur le Président? Madame, il vous revient à vous d'éduquer d'abord votre enfant. Voilà. Et vous ne pouvez pas consacrer, et vous ne pouvez pas donner l'éducation de votre enfant à quelqu'un d'autre. Alors, bon, il vous revient à vous d'éduquer. L'école va donner un savoir. D'accord. Mais c'est vous qui avez éduqué votre enfant pour les bonnes manières, pour la manière de se tenir, pour la manière de parler, de se comporter. C'est à vous de le faire. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est pas à l'école de le faire. Il y a les réseaux sociaux. C'est pas aux réseaux sociaux de le faire. Il y a la rue. C'est votre responsabilité, madame. Les parents sont plus dehors, Monsieur le Président. Non, ça je suis désolé. Je suis désolé, mais alors, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. D'accord. On ne peut pas rejeter sa responsabilité sur les autres. J'assure que il y a des parents qui ne savent même pas à certaines heures de la journée où se trouvent leurs enfants. Voilà. Alors, vous trouvez ça normal? Monsieur le Président, pour boucler... Alors, l'État veut bien faire des choses, oui, mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Bon, on doit travailler ensemble pour ça. Voilà. Alors, pour boucler peut-être cette question, Monsieur le Président, les parents, effectivement, doivent endosser leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. On parle toujours de la protection, on va dire, de la femme. Or,
dans notre société, la femme, la veuve, est trop souvent spoliée. Alors, à part certaines actions entreprises, notamment par certaines ONG qu'on ne va pas citer, on a l'impression que le gouvernement, l'État, est absent quasiment quant à la préservation de la condition de la veuve et par extension de l'orphelin. On l'a pas dit. Hein, on l'a pas dit. Hein. Bon. Oui. C'est quand même un comble, je pourrais dire, que c'est grâce au Gabon, à l'action diplomatique du Gabon, soutenue par les efforts de la première dame, Mme Sylvia Bongo Niba, que le sort des veuves dans le monde entier a changé par une résolution de l'ONU. Et qu'il se trouve des Gabonais ici, têtus, refusant de mettre en route la loi. Tout simplement la loi. Que faire alors, Monsieur le Président? Eh bien, simplement, c'est pas aussi simple. Il faut que les femmes, et notamment les veuves, connaissent mieux leurs droits. La loi les protège. La loi de 2015. Et nous devons donc mettre à la disposition de ces femmes des avocats pour mieux les défendre, pour mieux défendre leurs droits. Parce que la loi est claire. Même les femmes les plus démunies? Même les femmes les plus démunies, j'ai dit qu'il faut trouver des mécanismes de pouvoir leur assigner des avocats pour défendre leurs droits. Parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi, justement, elles ne peuvent pas les revendiquer. Non seulement elles ne connaissent pas la loi, mais lorsque même elles la connaissent, elles ont peur, elles hésitent. Certaines sont menacées. Et c'est là où nous devons faire beaucoup plus d'efforts. Et c'est là où le gouvernement doit faire plus d'efforts. Mais la loi aujourd'hui, elle est claire. La loi de 2015 notamment qui revoit donc la succession. Il n'y a plus de conseil de famille. On parle du conseil successoral. Merci Monsieur le Président. Cette autre question Facebook. Les assises d'Angondje ont décidé que chaque parti politique doit désormais former ses militants pour les sensibiliser, notamment au respect des valeurs républicaines et de citoyenneté. Cependant, certains restent encore en marge. De plus, Monsieur le Président, 30% des jeunes sur les listes électorales, qui est le quota retenu par les mêmes assises, n'existent toujours pas. Et là encore, il y a des manquements observés, y compris sur les listes du Parti démocratique gabonais pour les législatives. Comment, Monsieur le Président, prévoyez-vous assurer une application effective de ces différentes mesures? Ce que nous avons, et moi ce que je recherchais particulièrement, c'était donc de pouvoir renouveler les élites de notre pays, renouveler la classe dirigeante. Et ce renouvellement-là, sur la base de l'égalité des chances. Voilà. Et donc, ça passe, comme on vient d'en parler, par la promotion des femmes et des jeunes. Et tout le monde doit passer par là. Maintenant, la loi fait obligation d'un minimum de place pour les femmes et les jeunes. Et ça doit amener les partis politiques, notamment, à s'y conformer. Ce que j'ai dit, je l'ai mis en route dans le Parti démocratique gabonais. Ainsi, aux prochaines élections législatives, nous avons 65% de renouvellement de nos candidats pour les législatives. Donc vous prenez le neuf, la jeunesse? Et oui, et près de 80% pour les élections locales. D'accord. Bon. Donc mon parti est en conformité avec ce que je souhaitais pour le pays. Et bon, nous espérons donc que tout le monde suivra, que l'exemple pourra être suivi par d'autres. Alors, Monsieur le Président, vous évoquiez tout à l'heure ce concept, l'égalité des chances, encore mal perçu, mal apprécié par beaucoup de Gabonais qui estiment qu'il n'y a pas tant d'égalité que cela. Ah si, nous avons tout à l'heure indiqué que l'égalité commence au niveau donc de l'éducation. Il n'y a pas une éducation pour riches, une éducation pour pauvres. L'égalité doit commencer à ce niveau-là. À l'école, et c'est comme ça que nous avons été amenés à parler de l'octroi
le nouveau système d'octroi des bourses, qui va justement tenir compte de cela. Celui qui travaille, il aura la bourse. Mais celui qui n'a pas les moyens l'aura aussi. Donc ça, c'est l'égalité par rapport à nous autres qui sommes en mesure de pouvoir financer les études de nos enfants. Pour peu qu'ils obtiennent 12 de moyenne. Donc, malheureusement, il faut penser aussi qu'il est important que chacun puisse faire un effort. Donc, l'égalité ne se décrète pas, elle se veut. Nous voulons être comme les autres, on veut être meilleur que les autres, on travaille. Donc, ça commence par l'éducation. Une fois que vous avez eu la bonne éducation, la même éducation, vous avez les mêmes chances pour avoir un emploi. Bon, donc c'est ça des fois à la base, donner les chances égales à chacun de pouvoir parvenir. Je donne un exemple, vous voyez, l'égalité. Moi j'étais ministre de la Défense et j'ai donc, sous les instructions d'Omar Bongo, revu un ancien projet que nous avons totalement réorganisé et que nous avons mis en route qui était le Prytanée militaire. Et nous avons dit là-dedans que pour passer en classe supérieure, il fallait au moins 12 moyennes. Et on rentrait par concours. Effectivement. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. On rentre par concours. Si on n'avait pas mis le concours, là, il n'y aurait pas eu l'égalité des chances. Parce que par concours, nous avons eu des enfants de généraux qui ont échoué et qui ne sont pas rentrés. Et justement, parlant de cela... Et d'autres qui étaient des enfants, mais de parents démunis, qui ont réussi. Nous avons l'exemple du jeune Ombanda qui a été meilleur élève au concours général au Sénégal. Au Sénégal. Voilà, que vous avez reçu. Et nous avons aussi le cas de nos compatriotes qui, en une année, nous avons pu placer plusieurs compatriotes dans les académies militaires américaines. Et c'était pratiquement la première fois que des Africains rentraient simultanément dans le même pays, l'académie de l'air à Colorado Springs, la marine à Annapolis et l'armée de terre à West Point. Et ce sont des gamins dont les parents n'étaient pas des généraux. Non, pas d'argent. Bon. Merci, Monsieur le Président. On va poursuivre avec cette autre question Facebook. Tout ça pour dire, encore une fois, pour revenir là-dessus, que, vous voyez, quand on veut, on peut. Parce que quand on vient nous demander de baisser les moyennes pour faire passer le bac, bon, alors que nous voyons que dans certains cas, il y a des Gabonais qui travaillent. Mais ce n'est pas n'importe qui peut demander qu'on baisse des moyennes. Ou qu'on favorise. On a voulu favoriser les épreuves du bac depuis un certain nombre d'années, et donc on fait passer beaucoup d'élèves à moins de 10. Bon, ça n'est jamais une bonne chose, parce que vous serez rattrapé plus tard. D'accord. Voilà. Alors, on poursuit avec cette autre question Facebook, disions-nous. Les raisons de la suspension de la chaîne France 2 ont-elles été déclinées par la HAC, la Haute Autorité de la Communication? C'est la question des compatriotes. Nous avons encore une fois souhaité, et ça a été raffirmé aux assises d'Angondjé, avoir des institutions fortes. Des institutions fortes et qui puissent être des institutions indépendantes, indépendantes du pouvoir. Et c'est ainsi que cette haute autorité est indépendante du pouvoir. Donc les décisions qu'elle prend, je suis désolé, je ne peux pas les commenter, car je ne peux ni les influencer, ni les modifier. Monsieur le Président, depuis l'arrivée de la HAC, on a l'impression que c'est le gendarme qui tape. Est-ce que le gouvernement doit quand même laisser faire parce qu'il n'y a pas de droit de regard? Cette haute autorité est indépendante. Je vous conseille, madame, de vivement rechercher une interview du président de cette institution pour qu'il puisse vous expliquer comment il arrive à prendre ces décisions-là. Mais moi, malheureusement, je ne commande pas ce genre de décision. D'accord, Monsieur le Président, merci. Nous allons poursuivre avec cette autre question. Pourquoi le Président ne réduit-il pas l'effectif gouvernemental à 9 ministres, dont un par province, et un Premier ministre dans un souci d'équité à l'échelle nationale? Vous avez dit un ministre par province? C'est une question Facebook d'un compatriote. Un ministre par province et un Premier ministre qui serait donc un Premier ministre de tous ces 9 ministres-là et dans un souci d'équité. Ce qui sous-entend la disparition de la géopolitique. Voilà. Qui brise plusieurs barrières. Etc. Mais il y aura toujours la géopolitique, puisque vous aurez un par province. Mais limité, oui. Limité? Vous l'aurez toujours. Oui, mais un ministre par province, Monsieur le Président? Possible. Mais tout est toujours possible. Seulement, si d'aventure je nommais un gouvernement de 9 ministres, que se passerait-il? La réponse à M. Ovonomezui.
Monsieur Ovono-Mezui, si je vous nomme un gouvernement de 9 ministres plus un Premier ministre, je crois que rarement mon bureau ne recevra autant de courriers de réclamations. Parce que l'on va me dire que mon département n'est pas représenté, ce gouvernement n'est pas bon. On va me dire que mon village n'est pas représenté, ce gouvernement n'est pas bon. On me dira, ma ville n'est pas représentée, ce gouvernement n'est pas bon. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que le président de la République doit se laisser influencer par ce genre d'argument? Non, le président de la République ne se laisse pas influencer par ce genre de choses. Mais je dirais que techniquement, c'est toujours possible. Avec ramassant un certain nombre de départements techniques, ça fera en sorte que chaque ministre sera à la tête d'un ministère, de départements techniques très lourds, pour lesquels il faudra de toute façon une administration très importante. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que réduire le nombre de ministres, c'est une chose. Et c'est certainement une indication pour nous, aller vers la réduction. Je dois dire aussi que j'ai eu les surprises de voir qu'un gouvernement que j'avais nommé, où il y avait près de 40 membres du gouvernement, j'ai entendu pour que certains compatriotes disaient que c'était le meilleur gouvernement que j'ai jamais nommé. Mais M. Ovono-Mezui dit non. Mais je voulais dire que la question, M. Ovono-Mezui, que vous avez posée, ce n'est pas tant la réduction seulement des membres du gouvernement, c'est tout le reste derrière. Là, nous avons fait des efforts pour réduire les effectifs, les cabinets ministériels. Parce que réduire les membres du gouvernement, mais avoir des cabinets ministériels à accordéon, ça ne change pas le problème. Là, nous venons de réduire à peu près 16 membres pour les ministres, et je crois 10 pour les ministres délégués. Bon, ça, c'est déjà un effort. Donc, par là, nous allons donc continuer à dégraisser les effectifs, parce que des cabinets ministériels, nous arrivons maintenant dans les directions. Donc, celles-ci ne doivent plus être aussi pléthoriques. Donc, vous voyez, c'est tout un exercice qu'il faut faire. Effectivement. Voilà. Peut-être que pour M. Mezui, réduire le nombre de membres de gouvernement, ce serait également faire quelques économies? Quelques économies? Non, mais bien sûr, il y a des économies à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'après les élections législatives, nous irons certainement vers cette direction-là. Donc, M. Ovono-Mezui a la réponse à sa question. Monsieur le Président, je veux juste renchérir sur quelque chose que vous avez amorcé sans l'amorcer, c'est les départements. Vous avez décidé d'octroyer 1 milliard à chaque département, 48 milliards. Où en est-on avec cette mesure? Cette mesure a déjà commencé, notamment dans sa phase de réflexion. Parce que j'ai bien indiqué que nous allions mettre cette somme à disposition, mais ne pas être dépensée n'importe comment. Et donc, j'ai demandé que les populations puissent se réunir et pouvoir entamer la réflexion et proposer comment cet argent devra être utilisé. Nous avons donc maintenant nommé des nouveaux gouverneurs qui vont sans plus tarder commencer les réunions pour voir un petit peu et recenser tous les dossiers. Ces dossiers vont être étudiés par des cabinets d'experts pour voir la faisabilité. Parce qu'il ne s'agit pas de dépenser 1 milliard, il s'agit de dépenser dans des activités qui vont être génératrices de revenus. Alors, derrière ça, quel contrôle, quel garde-fou? On se souvient des fêtes tournantes. Je suis en train de dire qu'il y a des cabinets juridiques d'experts que je vais mettre. Ce sont ceux-là qui devront donner leur avis technique avant le décaissement. Mais une fois l'argent décaissé, si cet argent ne va pas à l'endroit, qui est le gendarme? Qui sera le gendarme? C'est plutôt à ce niveau-là, Monsieur le Président. Nous avons prévu tout un mécanisme de publication des résultats, d'audit, que nous allons faire. Et vous saurez, en temps voulu, qui ont été les meilleurs départements, en ce sens, et qui ont été les plus mauvais. D'accord. Monsieur le Président, on va poursuivre, si vous le voulez bien, avec ce micro-trottoir. Vous allez suivre un compatriote, Monsieur Gérard Ella. Je suis Monsieur Gérard Ella Nguema Mitogué. Je suis président du Front patriotique gabonais. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, après avoir prêté serment, après avoir promis la protection aux Gabonais, la justice et l'équité, je voudrais savoir, est-ce que vous avez le sentiment
d'avoir donné le meilleur de vous-même et vos collaborateurs avec, au vu des résultats sur le plan politique, économique et social. Je remercie M. Gérard Elanguema pour cette question. D'abord, pour ceux qui me connaissent, ils vous diront que je suis rarement satisfait hein, et que j'en veux toujours plus. J'ai été éduqué comme ça par quelqu'un qui vous connaissait, que vous connaissez bien, et qui me disait toujours, c'est pas assez, il faut faire mieux. Bon. Donc, pour moi, faire mieux n'est pas suffisant. C'est faire plus qui est plus suffisant. Par rapport au serment que j'ai pris dans la nation gabonaise, je suis totalement à l'aise, car je fais de mon mieux pour préserver la paix, la stabilité du pays, pour faire avancer le pays. Donc par rapport à cela, je suis, ma foi, bien. Par contre, en tant qu'homme, j'ai des frustrations parce que je souhaiterais que les programmes avancent beaucoup plus vite. Mais dans la vie, je sais qu'il y a des choses qui avancent à un certain rythme et d'autres pas. Comme certains me disaient, bon, et c'est ce que me disait souvent mon père, en politique, la ligne droite n'est pas la voie la plus courte. Bon, donc j'essaie malgré tout d'utiliser cette frustration pour me donner plus d'énergie et de continuer à travailler d'arrache-pied pour les Gabonais. Et donc je dirais que on doit toujours pouvoir faire mieux. Et si je devais catégoriser tout ce que j'ai fait, c'est dire, bon, doit faire mieux. D'accord. Ce qui est déjà mieux que peut faire mieux. D'accord. Ce d'autant plus qu'on retient cette phrase forte de vous lors d'un discours à la nation. Je serai heureux que lorsque les Gabonais seront tout à heureux. Fait, tout à fait. Et monsieur le Président, vous êtes heureux aujourd'hui, Monsieur le Président, à mi-parcours, mis à part ces frustrations? J'ai des éléments de grande satisfaction, des éléments de grande satisfaction, comme j'ai des éléments de frustration. Et donc, par rapport à cela, je sais ce que je dois encore faire pour amener mes compatriotes à être encore plus heureux dans le pays qui est celui de leur choix hein, et dans lequel ils vivent à l'heure actuelle. Ils ont choisi de naître, ils n'ont pas choisi de naître, mais où ils vivent. Monsieur le Président, vous ne serez heureux que lorsque les Gabonais le seront. Mais il y a, loin de la politique, quelques questions quand même qui demeurent, celles notamment de certaines entreprises qui ont fait la fierté de notre pays. J'entends par là la SNBG, Africaine numéro 1, la Sogatra. Ce sont des questions peut-être que nous avons oubliées lorsqu'on parlait de social. Aujourd'hui, quel avenir pour ces sociétés et leurs agents? Ça me rappelle un discours d'Omar Bongo qui parlait aussi des sociétés, parlant de savoir qu'est-ce que nous avons fait des Gabon, transgabonais et autres. Qu'est-ce que nous avons fait? Bon, tout ça pour dire que nous, Gabonais, sommes les premiers responsables. Et donc, nous, Gabonais, devons trouver les solutions. Et les solutions, elles sont à portée de main. Et pour ça, il faut savoir responsable à quel niveau, Monsieur le Président. Pourvu que nous ayons la bonne gouvernance et que nous puissions respecter les décisions que nous prenons. Pourquoi je dis ça? Malheureusement, dans notre pays, lorsque nous prenons un certain nombre de décisions et que les choses commencent à aller mieux, nous arrêtons. Ça va, on est content, et bien on arrête et on replonge dans les mêmes travers, dans les mêmes errements. C'est très gabonais. Et il faut qu'on change ça. C'est comme il faut qu'on change cette affaire de toujours blâmer les autres. Parce que ça, c'est très gabonais de dire que c'est toujours la faute des autres. C'est la faute de mon voisin, mais c'est la faute de l'autre quartier, mais c'est la faute de l'autre province. Mais finalement, c'est la faute de l'étranger. Mais chez nous, c'est toujours la faute des autres, jamais la nôtre. Il faut qu'on change ça. Les sociétés que vous venez de citer, c'est nous qui les avons mal gérées. Ce n'est pas les autres. D'accord. Bon, maintenant, quel avenir pour ces familles? Pour nous,
il est important de trouver les bons outils à mettre à disposition de tous ceux qui vont être désignés à la tête de différentes sociétés que nous voulons revoir prendre corps. Et tenant compte des errements du passé, de ne plus recommencer ça. Ce jour, ça ne change pas. Hein. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça n'a jamais changé. Mais il faut que ça soit de plus en plus vrai. Et surtout l'homme ou la femme qualifiée. Mais lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, il faut savoir que les revenus de l'entreprise sont importants et qu'il faut avoir des revenus pour pouvoir partager. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et c'est un problème de gouvernance générale. Prenez toutes nos entreprises. De quoi souffrent-elles? Sur effectif. Dès qu'on arrive à la tête, on fait du social. Allez, on engage. Quels que soient les revenus de l'entreprise. Si vous regardez toutes nos entreprises, à commencer par la première, l'État, sur effectif. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Nous ne pouvons plus continuer ça. Mais qui doit justement répondre de ces échecs-là, Monsieur le Président? Et quand est-ce que ces personnes devront répondre devant la nation, face à la nation aujourd'hui? Mais de plus en plus, ça va être le cas, madame. D'accord. Alors, Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure d'Ergabon, de CETRAG. J'ai envie d'y associer la SEG et beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ne souffrent pas justement de la cherté de la vie, notamment de certains produits, parce qu'au Gabon, on a trop souvent encouragé les situations de monopole? Est-ce que la concurrence ne serait pas une piste de solution? Mais madame comme monsieur, je vois que souvent vous posez des questions et vous avez les réponses. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à des situations de concurrence? La Sogatra, c'est donc pour ça, la CETRAG. Il faut donc briser les monopoles. Et ça, c'est pas toujours chose facile. Il y a beaucoup de concessions, Parce Monsieur le Président. Parce qu'il y a beaucoup de lobbies. Et j'engage le gouvernement à être fort et à résister à tout cela. Et donc à rompre tous ces monopoles pour faire jouer le jeu de la concurrence. D'accord. Mais souvent, ces situations de monopole mettent en exergue que derrière, il y a des mains visibles. On parle toujours de personnalités. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, ceci va être de moins en moins possible. Parce que le pire, c'est souvent, vous savez, lorsque, d'abord, les gouvernements mettent en place des formes de monopole pour déjà protéger des produits qui sont nationaux. Mais des fois, nous faisons des monopoles sur des produits qui sont étrangers. Donc, dire qu'il existe des formes de monopole, il existe des formes de protectionnisme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'économie d'aujourd'hui, ça éclate, ça vole en éclats. C'est le jeu de la compétition, le jeu de la concurrence. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux Gabonais, qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nos produits sont directement en compétition avec d'autres. Et nous avons des motifs de satisfaction quand on vous dit que, par exemple, dans le secteur du bois, nous avons progressé énormément. Alors que tout le monde nous criait dessus parce que nous avons mis la fin à l'exportation des grumes. Aujourd'hui, eh bien, lorsque nous voyons au niveau du contreplaqué, ben, nous sommes dans les premiers mondiaux. Mais Monsieur le Président, en quelques années. Comment contourner les concessions? C'est bien montré que les Gabonais, quand ils veulent bien travailler, ils arrivent à de très bons résultats. D'accord, mais monsieur le Président, comment contourner les concessions qui existent encore dans le port d'Ovendo, par exemple? Deux concessions, une pour les conteneurs, l'autre pour le transport des bateaux. Et puis on a l'impression que vous mettez l'accent, les autorités portuaires mettent plus l'accent sur la réhabilitation de ce port, l'embellissement de ce port-là, alors que ce n'est pas un port en eau profonde. Donc, non, ce sont des ports en eau profonde, madame. Le port de Libreville, on connaît le port de Mayumba, on connaît le port de Port-Gentil. Il y a la vase ici à Libreville. Non, justement, le nouveau quai a fait en sorte de régler ce problème-là. De vase, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons un très bon tirant d'eau sans problème. Comment Et aujourd'hui, justement, alors ça c'est maintenant, vous parlez d'Ovendo, nous avons là expérimenté une autre forme qui est celle du partenariat public-privé. Parce que il y a des situations dans lesquelles l'État ne peut pas tout faire. Et certains acteurs du privé s'engagent à faire des investissements à la place de l'État.
Et donc, nous bénéficions aujourd'hui d'un port tout neuf, et donc avec une concession, et ce port nous reviendra parce qu'il n'ira pas ailleurs. Un jour, celui qui a la concession, il partira, et le port nous reviendra. Et donc ça, c'est une nouvelle forme avec le partenariat public-privé. Mais maintenant, il faut voir, c'est dans les engagements des uns les autres, qui doivent amener, malgré tout, à faire jouer la compétition et ne pas augmenter les prix au vouloir comme cela, et qui peuvent impacter la vie chère. Donc ça, c'est dans les accords que nous signons, et il faut en sorte que l'État les fasse respecter. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, peut-être encore une préoccupation avant bientôt la conclusion, puisque nous sommes sur le volet politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous parlions d'alliés, mais également de détracteurs. Qu'est-ce que vous répondiez à cela? Vous répondriez à cela qui disent que la vision d'Ali, elle est sur les maquettes. Qu'est-ce que ça veut dire sur les maquettes? C'est-à-dire que voilà, votre beaucoup vision de projets, se limite aux maquettes. il y a et qu'il n'y a pas des maquettes qui présentent des nous projets. avons développé, et c'est ce qui m'était demandé quand j'ai fait campagne en 2009, le secteur routier, en construisant plus de routes qu'on en a fait les 30 dernières années. Nous avons construit des hôpitaux. Bon. Et dans d'autres secteurs, nous avons aussi lancé une zone économique spéciale qui aujourd'hui nous permet d'avoir de très bons résultats dans certains secteurs. Le secteur du bois a déjà créé 10 000 emplois. Bon, aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre de succès, notamment dans le cadre de la transformation. Dans la transformation de nos produits. Bon, et avec maintenant une plus grande, comment dire, participation au niveau des investissements directs étrangers. Bon. Peut-être que les Gabonais ne le perçoivent pas directement. Que ceux qui critiquent fassent la preuve qu'ils ont fait mieux et qu'ils viennent maintenant proposer quels sont leurs projets qui, pour la plupart, sont assez fumeux et obscurs. Monsieur le Président, vous en parliez tout de suite à l'instant. L'hôpital de la mère et de l'enfant, Jeanne Bory, qui a été reconstruit, n'est toujours pas fonctionnel. Mais il va bientôt ouvrir. D'accord. Et la mesure de gratuité des soins n'est pas effective sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a encore des zones de résistance. Des femmes accouchent encore à même le sol. Monsieur le Président, qu'en est-il du suivi de ces mesures encore une fois, c'est prioritaires? l'administration qui doit faire le suivi. Nous avons, je l'ai dit dans mon discours, enregistré quand même plus de 14 000 accouchements. Ce qui est un accroissement qui est très important. Et cette mesure doit continuer à s'appliquer et nous allons faire le nécessaire pour que ça puisse se faire partout. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. 90 minutes ne suffisent pas pour passer en revue toutes les préoccupations de vos compatriotes, mais vous avez tenu à répondre directement à leurs questions. Monsieur le Président, au sortir de ces échanges, les Gabonais ont envie de savoir de quoi demain sera fait. Ce d'autant plus, Monsieur le Président, qu'une sagesse africaine dit ceci: on ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Bien. Je voudrais dire que, d'abord, vous remercier, les producteurs de cette émission, pour avoir eu cette idée qui nous a permis d'échanger par rapport aux préoccupations de nos compatriotes. Je sais que dans ce genre d'émission, ceux qui nous regardent, qu'ils soient sur le petit écran ou même dans cette salle, estiment que c'est passé trop vite et qu'on n'a pas eu le temps de voir toutes les questions, et notamment en détail. Ce que les Gabonais doivent savoir, c'est que je suis toujours aussi déterminé. Déterminé à conduire notre pays. Parce qu'il ne s'agit pas d'un autre, c'est notre pays. Et je dis souvent que nous n'avons pas un pays de rechange. C'est le nôtre. Ce pays, on doit l'aimer. Et donc c'est mon devoir que de conduire ce pays sur la voie du changement économique, de sa transformation, le faire entrer de plein pied dans le XXIe siècle, qui n'est pas un siècle facile et qui va avoir beaucoup de défis devant nous. Aujourd'hui, ce soir, par exemple, nous n'avons pas parlé du défi du changement climatique, qui est un gros problème auquel nous aurons à faire face. Donc, moi, je dois préparer les Gabonaises et les Gabonais à mieux affronter aujourd'hui et les lendemains. Moi, je dois pouvoir décliner la vision. C'est pour cela que je suis à la place où je suis. Et c'est pour ça que grand nombre de compatriotes me font confiance. Et je leur dis, gardez la foi, ayez confiance. Car
Si je m'étais comporté comme le politicien classique, je ne serais pas venu vous dire que nous avons des difficultés. Je vous aurais caché ça. Je ne saurais pas vous dire que si on continue, on va dans le mur. Mais grâce à Dieu, nous n'y sommes pas. Tout ça, je l'aurais caché. Mais je suis en train de vous dire que de ces difficultés-là, nous allons sortir vainqueurs, car nous sommes en train de prendre les dispositions et les décisions. Décisions qui sont même applaudies par la communauté internationale. Dieu sait que, parlant de communauté internationale, elle n'a jamais toujours été très... par rapport à moi, bon. Mais là, pour une fois, ils nous disent, vous êtes sur la bonne voie. Et les mesures que nous avons prises, c'est vrai, personne ne s'attendait à ce qu'un pays africain puisse prendre de telles mesures. Et quand on me posait la question, d'ailleurs, j'ai répondu, nous allons le faire. Parce que moi, je vais aller expliquer ça aux Gabonais. Et je vais leur dire la vérité. Et les Gabonais, quand on leur dit la vérité, eh bien, ils comprennent. Alors, je dis à mes compatriotes que nous avons, pour 2 ans, 3 ans maximum, de vie difficile. Et qu'au sortir de là, vous allez voir, les choses vont changer. D'ici quelques mois, vous allez entendre des nouvelles qui vous donneront déjà la perspective de l'espoir. L'activité économique est en train de reprendre. Les investisseurs, qui certains sont partis, reviennent, d'autres ne nous ont pas quittés. La destination Gabon reste une bonne destination. Voilà pourquoi je dis que nous pouvons être optimistes pour l'avenir, pourvu que nous ne relâchions pas les efforts que nous avons commencés maintenant. Et ces efforts, il va falloir les poursuivre. Et à tous ceux qui, comme moi, aiment avec passion leur pays, car ce pays, je l'aime. Je me bats pour lui. Tous les jours, ici comme à l'étranger. Pour tout cela, je dis, gardons confiance. Nous allons demain changer d'abord les comportements dans ce pays pour être beaucoup plus en phase avec les défis auxquels nous avons à faire face. Mais surtout, ce que nous allons faire, mesdames et messieurs, c'est accélérer la transformation de notre pays, accélérer la transformation du Gabon, accélérer son développement. Voilà ce que j'attends. Et pour tout cela, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de sentir que vous êtes là avec moi. Car, encore une fois, le chemin est difficile et nous sommes en compétition. Et dans ce marathon-là, parce qu'il s'agit d'un véritable marathon, ce n'est pas 100 mètres, c'est le marathon, il faut être à la ligne d'arrivée. Mais moi, je ne veux pas être à la ligne d'arrivée en 10 millième position. Je veux être parmi les premiers. Et j'y serai si vous tous me poussez dans le dos, sans dopage, pour que enfin je puisse vous amener à franchir cette ligne d'arrivée. Voilà ce que j'attends. Et voilà pourquoi je dis encore une fois à mes compatriotes, tout en les remerciant de la patience qu'ils ont eue ce soir à m'écouter, que nous avons encore de beaux jours devant nous. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Au nom de tous les Gabonais qui ont posé des questions, nous avons été nombreux à vous écrire. Nous, les Gabonais, avons été nombreux à vous poser nos préoccupations et vous avez répondu à toutes, sinon à presque toutes les préoccupations. Merci pour cet exercice inédit au Gabon. Martial Tchibinda, merci à vous. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Naïké. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette invitation.
Laetitia et Martial, merci également d'avoir modéré les échanges. Sans oublier les équipes qui se sont mobilisées pour la réussite de cet événement. À vous, public, mais également chez vous, de nous avoir fait parvenir vos réponses et vos questions également. C'était le président de la République face à la nation. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.